À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi quelqu'un peut vous dire qu'il vous aime et disparaître le lendemain. Pourquoi ils choisissent toujours la solitude même quand ils en souffrent. Pourquoi ils sabotent leurs plus belles histoires d'amour. Les évitants vivent un conflit interne constant qui les épuise. Ils veulent de la connexion, mais ils la fuient. Ils rêvent d'intimité, mais ils la détruisent. Ils ont besoin d'amour, mais ils le repoussent. C'est comme s'ils étaient en guerre permanente contre eux-mêmes. Tout le monde pense que les évitants sont des solitaires dans l'âme, qu'ils préfèrent vraiment être seuls. Mais c'est faux. La vérité est beaucoup plus complexe et déchirante. Ce qu'on va voir ensemble explique tout leur comportement contradictoire. Pourquoi ils peuvent être tendres en privé et froids en public. Pourquoi ils créent des problèmes quand tout va bien. Pourquoi ils partent au moment où vous vous attachez vraiment. Pourquoi ils disent une chose et font le contraire. Et une fois que vous saurez ça, vous ne verrez plus jamais les évitants de la même façon. Vous comprendrez enfin la logique tordue derrière leurs actions les plus blessantes. Voici la première chose à comprendre. Les évitants ne préfèrent pas vraiment la solitude. Ils ont juste appris à s'en convaincre pour survivre émotionnellement. Dans leur tête, ils se répètent comme un mantra qu'ils sont mieux seuls, que les relations compliquent tout, que l'indépendance, c'est la vraie liberté, que les gens finissent toujours par décevoir. Mais en réalité, c'est un mécanisme de défense qui s'est mis en place très tôt dans leur vie. Imaginez un enfant qui a été blessé chaque fois qu'il a demandé de l'attention ou de l'affection. Peut-être que ses parents étaient trop occupés, trop froids ou simplement absents émotionnellement. Cet enfant va naturellement apprendre que demander de l'amour, c'est s'exposer à la douleur du rejet. Alors, il développe une stratégie de survie, ne plus rien demander du tout. Il apprend à se suffire à lui-même, à étouffer ses besoins d'affection, à devenir fort et indépendant. Et à chaque fois qu'il résiste à l'envie de demander de l'amour, il se sent un peu plus en sécurité. Avec le temps, cette stratégie devient une identité. Je suis quelqu'un d'indépendant. Je n'ai besoin de personne. Les gens qui s'attachent sont faibles. Sauf que ce n'est pas vrai. C'est juste devenu leur façon de survivre dans un monde qui leur a appris que l'amour fait mal. Les évitants ont tellement répété ce mensonge qu'ils finissent par y croire eux-mêmes. Ils pensent sincèrement qu'ils préfèrent être seuls. Mais regardez bien leur comportement quand ils sont effectivement seuls. Ils ne rayonnent pas de bonheur. Ils ne dégagent pas cette sérénité des gens qui ont trouvé leur équilibre. Ils sont juste en sécurité. Il y a une énorme différence entre choisir la solitude parce qu'on l'apprécie vraiment et choisir la solitude parce qu'on a peur de l'alternative. Les évitants font la deuxième option, mais ils se racontent qu'ils font la première. C'est pour ça qu'ils peuvent avoir l'air si confiants dans leur choix de vie, alors qu'au fond, quelque chose en eux se languit de connexion. Ils ont juste appris à préférer la douleur familière et prévisible de la solitude à la douleur imprévisible et chaotique de l'intimité. Pour comprendre pourquoi les évitants fuient l'intimité, il faut comprendre ce que l'intimité représente dans leur système nerveux. Ce n'est pas de la tendresse ou de la connexion. C'est du danger pur et simple. Dans leur esprit, l'intimité égale vulnérabilité, et vulnérabilité égale risque d'être blessé, rejeté, humilié, abandonné. Alors, leur cerveau traite l'intimité comme une menace existentielle à éviter à tout prix. Pensez à ça comme à une alarme incendie hypersensible qui se déclenche chaque fois que quelqu'un s'approche trop émotionnellement. Cette alarme leur hurle « Attention, danger, tu vas souffrir, protège-toi ». Et leur réaction automatique, incontrôlable, c'est de prendre de la distance. C'est pour ça qu'ils peuvent être incroyablement proches de vous un soir, vous dire des choses intimes, faire l'amour avec une tendresse bouleversante, parler de l'avenir et être complètement distants le lendemain. Ce n'est pas qu'ils ont changé d'avis sur vous, c'est que leur système d'alarme s'est déclenché et leur crie qu'ils sont allés trop loin dans la zone dangereuse. L'intimité demande de laisser tomber ses défenses, de montrer qui on est vraiment avec ses failles et ses besoins, de reconnaître qu'on a besoin de l'autre pour être heureux. Pour la plupart des gens, c'est beau et rassurant. Pour un évitant, c'est comme marcher sur un champ de mines. Ils ont appris très tôt que montrer ses besoins, c'est risquer d'être déçu ou ignoré. Que faire confiance, c'est risquer d'être trahi ou abandonné. Que s'attacher, c'est donner à quelqu'un le pouvoir de vous détruire. Alors ils ont pris une décision inconsciente mais ferme, ne plus jamais prendre ces risques. Le problème, c'est que sans risque émotionnel,
il n'y a pas non plus de récompense émotionnelle profonde. En évitant la douleur potentielle de l'intimité, ils se privent aussi de ces joies incomparables. Mais pour eux, c'est un prix acceptable à payer pour rester en sécurité. C'est tragique quand on y pense. Ils renoncent à ce qu'ils désirent le plus au fond d'eux-mêmes, l'amour authentique et la connexion profonde, pour éviter ce qu'ils craignent le plus, d'être détruits par cet amour s'il tourne mal. Voici quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les évitants peuvent vraiment vous aimer. Profondément même. Le problème, c'est que leur façon d'exprimer cet amour est complètement déformée par leur mécanisme de protection. Leur amour ressemble à de la distance contrôlée et mesurée. Ils vous aiment, mais à condition de pouvoir garder une sortie de secours toujours accessible. Ils s'attachent sincèrement, mais sans jamais l'admettre complètement, même à eux-mêmes. Ils ont besoin de vous, mais ils vont tout faire pour que ça ne se voit pas trop. Pour eux, aimer sainement, c'est aimer sans dépendre. C'est pouvoir partir à tout moment, sans que ça les anéantisse. C'est maintenir assez de distance émotionnelle pour ne jamais être complètement vulnérable. C'est comme aimer avec un filet de sécurité toujours en place. Alors ils développent ce qu'on pourrait appeler un amour défensif, ou un amour avec des conditions cachées. Ils peuvent être attentionnés, mais jamais collants. Présents, mais jamais envahissants. Affectueux, mais toujours avec une certaine retenue calculée qui leur permet de ne pas perdre le contrôle. Et quand leur partenaire leur demande naturellement plus d'intimité, plus d'engagement, plus de proximité émotionnelle, ils paniquent intérieurement. Parce que dans leur système de croyances forgées dans l'enfance, plus d'intimité égale automatiquement plus de risque de souffrir. Et ils ont déjà atteint leur limite de risque émotionnel acceptable. C'est pour ça qu'ils peuvent dire « je t'aime » avec sincérité et quand même refuser catégoriquement de s'engager davantage. Ou être tendres et passionnés en privé, mais distants et presque froids en public. Ou faire des projets d'avenir avec vous tout en gardant soigneusement un plan B au cas où les choses tourneraient mal. Ce n'est pas de l'égoïsme calculé ou de la manipulation consciente. C'est leur façon désespérée de concilier deux besoins fondamentaux mais contradictoires, leur besoin humain d'amour et leur besoin vital de sécurité émotionnelle. Le problème, c'est que cette stratégie bancale finit souvent par détruire exactement ce qu'ils essayent de protéger. Leur partenaire se sent rejeté, pas vraiment aimé, pas prioritaire dans leur vie. Et ironiquement, cette distance protectrice crée exactement le rejet et l'abandon qu'ils redoutaient et essayaient d'éviter depuis le début. Maintenant qu'on comprend pourquoi l'intimité leur fait si peur, on peut comprendre pourquoi la solitude leur semble si attirante et rassurante. Ce n'est pas qu'ils l'aiment vraiment pour elle-même, c'est qu'elle résout magiquement tous leurs problèmes relationnels, en apparence du moins. Dans la solitude, ils n'ont pas à gérer l'anxiété constante de l'intimité, pas de risque d'être blessés par quelqu'un d'autre, pas de vulnérabilité émotionnelle à gérer, pas de déception relationnelle possible, pas de conflit à résoudre. C'est leur zone de confort ultime, leur bunker émotionnel. Quand ils sont seuls, ils peuvent fantasmer tranquillement sur les relations parfaites, sans avoir à affronter la réalité forcément imparfaite des vraies relations humaines. Ils peuvent s'imaginer aimants et étant aimés dans leur tête, sans les complications, les malentendus, les compromis et les risques que ça implique dans la vraie vie. La solitude leur donne aussi cette précieuse illusion du contrôle total. Ils contrôlent leur environnement, leurs émotions, leurs interactions, leur emploi du temps. Personne ne peut les surprendre désagréablement, les décevoir profondément ou les abandonner brutalement s'il n'y a tout simplement personne dans leur vie émotionnelle. Ils peuvent organiser leur existence exactement comme ils le souhaitent, sans avoir à tenir compte des besoins, des humeurs ou des désirs de quelqu'un d'autre. C'est une liberté grisante au début, surtout quand on sort d'une relation difficile ou toxique. Mais voici le piège sournois. Cette solitude apparemment sécurisante et libératrice devient vite une prison dorée. Parce qu'au fond, même les évitants restent des êtres humains. Et les humains sont des créatures fondamentalement sociales qui ont besoin de connexion, d'intimité, d'amour partagé pour s'épanouir vraiment. Priver quelqu'un de ses besoins relationnels fondamentaux, même volontairement et avec les meilleures raisons du monde, ça crée inévitablement une forme de souffrance sourde et constante. C'est pour ça que beaucoup d'évitants vivent dans une mélancolie permanente qu'ils n'arrivent pas vraiment à expliquer. Ils ne sont pas déprimés exactement, mais ils ne sont pas heureux non plus.
Ils sont dans une sorte de neutralité émotionnelle grise qui leur évite les hauts et les bas intenses des relations, mais qui les prive aussi de la joie profonde. Ils échangent consciemment la possibilité du bonheur relationnel contre l'assurance de ne pas souffrir relationnellement. Et pendant des années, ça peut leur sembler être un deal raisonnable. Jusqu'à ce qu'ils réalisent lentement que vivre sans risque émotionnel, c'est aussi vivre sans joie vraie ni épanouissement profond. La solitude devient leur drogue émotionnelle. Elle les protège efficacement de leurs peurs les plus profondes, mais elle les prive aussi cruellement de leurs rêves les plus chers. Et le plus tragique dans tout ça, c'est qu'ils finissent par s'identifier complètement à cette solitude, par croire que c'est ça, leur vraie nature, qu'ils sont faits pour être seuls, alors qu'en réalité, ils se sont juste adaptés à cette situation par nécessité de survie. Ce que les évitants ne réalisent pas toujours consciemment, c'est le vrai coût à long terme de leur stratégie d'évitement. Ils pensent qu'ils évitent simplement la douleur et les complications des relations. Mais en réalité, ils renoncent à bien plus que ça sans s'en rendre compte. Ils renoncent à la croissance personnelle profonde que seules les relations intimes peuvent vraiment offrir, parce que c'est dans le miroir impitoyable mais bienveillant de l'autre qu'on découvre qui on est vraiment, au-delà de l'image qu'on se fait de nous-mêmes. C'est en gérant les conflits qu'on apprend à communiquer authentiquement. C'est en faisant confiance malgré le risque qu'on développe le vrai courage. Ils renoncent aussi à cette joie incomparable et irremplaçable de se sentir vraiment connu et accepté par quelqu'un dans sa totalité. Cette sensation magique et rassurante de pouvoir être soi-même sans filtre, sans masque, sans défense, sans avoir besoin de jouer un rôle. De savoir que quelqu'un nous aime non pas malgré nos défauts et nos zones d'ombre, mais avec tout ça, parce que ça fait partie de qui on est. Et ils renoncent au soutien émotionnel irremplaçable qu'apportent les vraies relations profondes. Quand la vie devient difficile, et elle le devient toujours à un moment ou un autre, ils n'ont personne vers qui se tourner vraiment. Ils doivent affronter seuls leurs épreuves, leurs doutes existentiels, leurs peurs les plus noires, leurs moments de faiblesse. Le plus ironique et cruel dans tout ça, c'est qu'en évitant soigneusement la douleur aiguë mais temporaire des relations, disputes, déceptions, ruptures, ils s'infligent une douleur différente mais chronique, celle de l'isolement émotionnel permanent. Et contrairement à la douleur relationnelle qui peut être guérie, comprise et transformée par plus d'amour et de communication, la douleur de l'isolement ne peut être guérie que par moins d'isolement, ce qui est exactement ce qu'ils refusent de faire. Beaucoup d'évitants commencent à prendre conscience de cette réalité amère vers la quarantaine ou la cinquantaine, quand la nouveauté de leur liberté s'est estompée. Ils regardent leur vie bien organisée et réalisent qu'ils ont peut-être évité les drames et les déceptions relationnelles, mais qu'ils ont aussi raté l'essentiel de l'expérience humaine. Ils ont souvent une belle carrière, une belle maison, de l'argent de côté, des loisirs intéressants, mais personne avec qui vraiment partager tout ça, personne qui s'inquiète vraiment pour eux, personne dont ils sont la priorité absolue. Et cette prise de conscience peut être dévastatrice. C'est à ce moment-là que certains commencent à remettre sérieusement en question leur stratégie de vie. Ils se demandent si le jeu en valait vraiment la chandelle, si cette sécurité émotionnelle si chèrement payée valait le prix de la solitude affective. Malheureusement, à ce stade de la vie, changer de cap devient beaucoup plus difficile et effrayant. Ils ont passé des décennies entières à renforcer méthodiquement leur défense et à éviter systématiquement l'intimité. Leurs muscles relationnels se sont complètement atrophiés. Et recommencer à faire confiance, à s'ouvrir, à risquer d'être blessé après tant d'années de méfiance et de protection, c'est un défi qui peut sembler insurmontable. Au-delà de l'amour romantique et de la simple compagnie, les évitants se privent de quelque chose d'encore plus fondamental et précieux, la possibilité de se découvrir et de se connaître vraiment eux-mêmes dans toute leur complexité humaine. On ne peut pas découvrir qui on est authentiquement dans l'isolement total, nos vrais défauts, nos vraies qualités, nos patterns relationnels, nos besoins profonds, nos capacités d'amour. Tout ça se révèle uniquement dans la relation à l'autre, dans la friction et l'harmonie de l'interaction humaine. Un évitant qui reste systématiquement seul peut passer sa vie entière sans jamais découvrir ses véritables capacités d'amour, de tendresse, de connexion, de générosité émotionnelle. Ils se privent aussi de la magie irremplaçable des petits moments du quotidien partagés avec quelqu'un qu'on aime. Ce café du matin pris ensemble,
dans le silence complice. Cette conversation au coucher qui s'étire et dérive. Ce fou rire partagé devant un film complètement nul. Cette complicité qui se développe au fil des années. Ces moments n'ont l'air de rien pris individuellement, mais c'est exactement ça qui construit le bonheur au quotidien et donne sa saveur à la vie. Et il manque complètement l'expérience extraordinaire et enrichissante de voir l'autre grandir et évoluer avec le temps, de découvrir progressivement de nouvelles facettes de sa personnalité, de construire ensemble une histoire unique et irremplaçable avec ses hauts et ses bas, ses traditions privées, ses références communes, ses blagues internes. Les évitants ont souvent une vision très idéalisée et romantique de l'amour dans leur imagination. Ils rêvent de connexions parfaites, fluides, sans conflit ni malentendu, sans moment de doute ou de remise en question. Mais l'amour réel et durable, c'est justement le contraire. C'est choisir consciemment de rester ensemble et de grandir ensemble malgré et à travers les imperfections inévitables de la condition humaine. En fuyant systématiquement les relations réelles, ils se privent de découvrir cette vérité libératrice, que l'amour vrai n'est pas celui qui ne pose jamais de problème ou qui coule toujours de source. C'est celui qui vaut suffisamment la peine qu'on accepte de résoudre les problèmes ensemble, qu'on apprenne à communiquer, qu'on grandisse l'un avec l'autre. Ils ratent aussi l'opportunité unique de guérir leurs blessures d'enfance dans le contexte d'une relation adulte saine et sécurisante. Parce qu'on peut lire tous les livres de développement personnel du monde, faire des années de thérapie individuelle, la vraie guérison des blessures relationnelles se fait souvent dans l'expérience concrète et répétée d'être aimé inconditionnellement par quelqu'un, malgré nos failles. C'est dans une relation vraiment sécurisante qu'un évitant peut enfin découvrir expérimentalement que non, demander de l'affection ne mène pas automatiquement au rejet, que non, montrer ses faiblesses et ses besoins ne fait pas nécessairement fuir les gens, que non, avoir besoin émotionnellement de quelqu'un ne fait pas de nous des personnes pathétiques ou indignes d'amour. Mais pour découvrir ces vérités qui pourraient transformer leur vie, il faut d'abord accepter de prendre le risque de l'intimité. Et c'est exactement ce que leur système de protection refuse catégoriquement de faire. Au final, le plus grand et le plus cruel des paradoxes chez les évitants, c'est qu'en essayant désespérément de se protéger de la souffrance relationnelle, ils s'infligent une souffrance différente, mais souvent plus profonde et plus durable. Ils évitent méticuleusement le risque d'être blessés par quelqu'un d'autre, mais ils se blessent eux-mêmes chaque jour en s'isolant de l'amour. Ils évitent la déception relationnelle ponctuelle, mais ils se créent une déception existentielle permanente. Ils évitent la vulnérabilité avec les autres, mais ils deviennent cruellement vulnérables face à leur propre solitude. Et le plus déchirant, c'est qu'ils sont souvent parfaitement conscients de ce paradoxe destructeur. Ils savent qu'ils se privent volontairement de belles choses. Ils savent qu'ils pourraient probablement être plus heureux et plus épanouis en prenant le risque calculé d'aimer et d'être aimés. Mais leur peur ancestrale de souffrir est devenue plus forte que leur désir de bonheur. Cette peur les paralyse complètement. C'est crucial de comprendre cette dynamique si vous aimez un évitant ou si vous essayez de le comprendre. Ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas assez pour prendre le risque de s'engager vraiment avec vous. Ce n'est pas qu'ils ne voient pas votre valeur ou qu'ils ne reconnaissent pas ce que vous pourriez leur apporter. C'est que leur terreur de souffrir, forgée dans leur enfance, est simplement plus forte que tout le reste, y compris leur amour pour vous. Cette peur paralysante, ils l'ont développée et renforcée bien avant de vous rencontrer, souvent dans leurs premières années de vie. Elle fait maintenant partie intégrante de leur système de survie émotionnelle. Vous ne pouvez pas les guérir de leur évitement par la force de votre amour. Vous ne pouvez pas les convaincre rationnellement que l'amour vaut tous les risques qu'il implique. Cette décision de changer, de grandir, de prendre le risque de l'intimité, ils doivent la prendre eux-mêmes, de l'intérieur. Tout ce que vous pouvez faire en tant que personne qui les aime, c'est décider en conscience si vous pouvez les accepter et les aimer comme ils sont maintenant, avec toutes leurs limites et leurs mécanismes de protection. Parce qu'au final, comprendre vraiment les évitants, ça nous apprend quelque chose d'universel et d'humain sur nous tous. On a tous nos façons personnelles et imparfaites d'éviter la souffrance. On a tous nos zones de confort où on se réfugie quand la vie devient trop intense. On a tous des peurs profondes qui nous empêchent parfois de vivre pleinement et courageusement. La différence, c'est juste que certains évitent la souffrance en s'isolant émotionnellement, d'autres en s'accrochant désespérément,
d'autres encore en fuyant dans le travail, les addictions ou les distractions constantes. Mais au fond, nous sommes tous un peu évitants dans certains domaines sensibles de notre existence. Et peut-être que comprendre avec compassion les évitants nous aide à développer plus de bienveillance, pas seulement envers eux, mais envers toutes les façons maladroites et imparfaites qu'on a, nous les humains, d'essayer de nous protéger de la douleur. Même quand ces stratégies finissent par nous priver du bonheur que nous recherchons tous. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les évitants sous un jour nouveau et plus nuancé, abonnez-vous pour plus de contenu approfondi sur la psychologie des relations humaines. Et si ça a vraiment résonné chez vous, le Super Thanks m'aide à continuer de créer ce type d'analyse qui vont au-delà des clichés. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous reconnaissez dans certains de ces mécanismes? Qu'est-ce qui vous empêche parfois de vous ouvrir complètement aux autres? Dans quel domaine de votre vie êtes-vous un peu évitant vous aussi? Rappelez-vous cette vérité importante. Comprendre quelqu'un n'est pas l'excuser ou accepter tout de lui. Maintenant, vous avez les clés pour prendre vos décisions relationnelles en toute connaissance de cause. Merci d'avoir eu la patience de regarder jusqu'au bout.